Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 10e capsule de votre cours algorithmique et programmation structurée. Cette fois-ci, ça va être une capsule un peu spéciale parce que cette capsule-là ne vous amènera pas à des exercices spécifiques en rapport avec ce que je vais vous montrer. Par contre, ce que je vais vous montrer là, c'est des notions que vous allez pouvoir utiliser tout le temps dans tous les exercices qui vous restent à faire jusqu'à la fin et même que vous allez continuer à faire tout au long de votre vie. Parce qu'on va voir le débogueur de Visual Studio. Le débogueur de Visual Studio, c'est un outil ou une série d'outils qui nous permettent de lever le capot de notre programme puis de regarder ce qui se passe à l'intérieur concrètement pendant l'exécution. Évidemment, c'est une tâche qu'on fait un peu mentalement depuis le début, puis c'est important d'être capable de la faire, donc c'est pour ça qu'on ne vous montre pas le débogueur dès la première journée. Vous devez être capable de lire le code puis de comprendre un peu ce qui se passe, de vous demander où le code s'en va. Quand on arrive ici, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va ici, est-ce qu'il fait un autre tour de boucle, est-ce qu'il n'en fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Que contiennent les variables? C'est le genre de questions qu'on se pose quand on se rend compte que notre programme ne fait pas exactement ce qu'on voulait. Quand on n'y arrive pas, par contre, surtout quand nos programmes deviennent plus compliqués, des fois, on ne comprend pas pourquoi le programme n'agit pas comme on croyait qu'il agirait. Bien, le débogueur va nous aider. Le principe du débogueur, c'est simple, c'est qu'on va mettre l'exécution à pause à un point précis qu'on aura déterminé. Donc, on laisse le programme rouler, puis quand il arrive à ce point-là, l'exécution est mise à pause, est suspendue. Et à ce moment-là, on revient à notre code et on va voir ce qui se passe exactement avec toutes nos variables et on va le faire avancer un pas à la fois pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite, comment les variables changent, puis là, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc, j'ai repris le petit exemple de boucle toute simple là, qui comptait de 0 à 10 de la dernière fois et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, le principe, c'est qu'on va mettre un point d'arrêt en cliquant dans la marge ici quelque part sur une ligne. Quand je clique dans la marge grise qui est là, ça met un point d'arrêt à cette ligne-là. Le point d'arrêt, c'est juste un point rouge qui nous dit ici, on s'arrête. Et lorsqu'on va exécuter le tout, cette fois-ci, on va démarrer le débogage avec F5 plutôt que de faire exécuter sans débogage avec CTRL F5 parce que là, on veut du débogage. Démarrer le débogage, ce qui se passe d'habitude, pourquoi on ne prend pas ça, c'est que la fenêtre se ferme aussitôt qu'il est terminé, puis souvent, ça ne nous permet pas de voir ce qui s'est passé. Mais là, de toute façon, l'exécution va être mise à pause, donc on va pouvoir voir sans problème. Quand on démarre le débogage, le programme, comme d'habitude, va être compilé, la solution va être générée, le programme va s'exécuter, puis là, on va se retrouver avec une fenêtre noire comme ça, comme d'habitude, notre console. Mais là, ici, vous voyez, il ne se passe plus rien. Il n'y a rien qui est affiché à l'écran. Et notre programme en dessous, il est à pause. On voit que la bordure est orange dans le bas et il y a une petite flèche jaune qui est apparue sur notre point rouge qu'on avait placé ici. Donc, cette fenêtre-là, on va la tasser un peu pour l'instant. On y reviendra tout à l'heure. Elle ne fait rien parce que l'exécution est suspendue. La flèche jaune pointe sur la prochaine ligne qui va être exécutée. Donc, il est à pause avant l'exécution de cette ligne-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, plusieurs choses. Premièrement, si on place notre curseur sur une variable, peu importe où on la pointe dans le code, ça nous montre le contenu de cette variable-là. Donc, compteur, par exemple, est à 0. Peu importe sur quel mot compteur je pointe, ça me montre tout le temps le contenu de compteur en ce moment. Ça ne prédit pas ce qu'il va y avoir plus tard pour l'instant. Tout ce qu'on voit, c'est compteur égale 0. Je peux faire la même chose avec des constantes, donc je peux savoir un peu ce qu'il y en est. Je vois aussi en bas ce qu'on appelle des espions, et on voit ici les espions automatiques qui sont créés. C'est les variables qui pensent qu'on va avoir besoin. Le compteur est à 0, max est à 10. On peut aussi cliquer sur variable locale pour voir toutes les variables locales. Dans ce cas-ci, ça revient au même, il n'y a que ces deux variables-là. Constante aussi, ça compte. On pourrait aussi cliquer sur espion 1 et écrire des choses ici pour savoir que valent ces choses-là. Et là, on peut mettre n'importe quelle, je peux mettre une variable, évidemment, mais je peux aussi mettre un calcul. Par exemple, si je mets compteur x 2, il va me faire le résultat du calcul. Compteur plus 5, ça va faire ça. Ou par exemple, compteur est plus petit ou égal à max. Ça va me donner true. Donc, on peut mettre ici n'importe quelle expression relationnelle, logique ou arithmétique, puis il va nous l'évaluer en ce moment avec les valeurs que les variables contiennent. Il va nous dire c'est quoi. Donc, à ce stade-ci, je sais que ma condition qui est dans mon while, compteur plus petit ou égal à max, je sais qu'elle va nous donner true.
Si je ne veux pas l'écrire, je peux même la sélectionner dans le code et la glisser ici pour la faire apparaître. Donc, encore plus simple. Fait que ça me permet de suivre exactement qu'est-ce qui se passe dans mon code. Et là, je sais que ça, c'est true. Fait que normalement, si la condition est vraie, il devrait entrer dans la boucle. Comment on fait pour le faire avancer? Bien, on va lui faire du pas à pas. Et ça, on va faire ça avec les petits icônes qui sont ici. On a pas à pas principal, pas à pas détaillé et pas à pas sortant. On peut aussi utiliser les raccourcis clavier. Détaillé, c'est F11, principal, c'est F10, puis sortant, c'est majuscule F11. C'est quoi la différence entre ces trois types de pas à pas-là? Eh bien, c'est pas compliqué. Le pas à pas détaillé va entrer dans le code des fonctions qu'on appelle, puis va nous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la fonction. Le pas à pas principal, lui, va juste rester dans le main. Il va passer une ligne après l'autre dans le main, et si on appelle une fonction, elle va être exécutée d'un seul coup, puis il va nous montrer son résultat. Le pas à pas sortant, c'est si on est entré dans le code d'une fonction, puis que finalement on veut en sortir avant la fin, on peut lui dire « OK, sors de là », il va terminer la fonction d'un coup, puis il va nous ramener dans le main. Dans notre cas ici, pour l'instant, puisqu'on ne programme pas nos propres fonctions, on va surtout utiliser le pas à pas principal. Par exemple, ça ne nous servirait pas à grand-chose d'aller voir ce qui se passe dans le code de cout, qu'on risquerait de ne pas comprendre, puis on se doute bien que ce n'est pas là que les bugs vont se trouver. Donc, on va faire du F10. Mais quand on va arriver à créer nos propres fonctions, on va souvent vouloir aller voir ce qui se passe dans la fonction. Donc, là, je suis là, je vais faire F10. Quand je fais F10, il passe au pas suivant. Vous voyez, là, il est rendu juste avant l'exécution de cette ligne-là. Pour l'instant, ma console, toujours noire. Rien qui s'est passé. Si je fais un autre pas, en faisant un autre F10, là, il a avancé d'une ligne. Et vous voyez, la console, il y a un 0 dedans. Donc, il a effectivement écrit le compteur qui contenait 0. Puis là, on est rendu à exécuter cette ligne-là. La ligne n'est pas exécutée encore. Elle va l'être au prochain pas que je vais faire. Et là, regardez ce qui se passe. Si on regarde dans mes espions en bas, j'ai le compteur qui est à 0. Si je fais un pas de plus, comme ça, là, il vient de changer. Il est changé à 1 et vous voyez, il est en rouge. Donc ça nous indique, ce compteur-là, cette variable-là, vient de changer de valeur au dernier pas. Donc, ça attire l'attention sur il y a quelque chose qui a bougé. Évidemment, mes deux autres calculs, compteur x2 puis compteur plus 5, ont aussi changé parce qu'ils dépendent de ça. Ces calculs-là, de toute façon, n'ont pas rapport, c'était juste des petits exemples. On peut les effacer, comme vous voyez. Je peux en enlever très facilement en cliquant sur Delete. Donc, mon compteur est rendu à 1. Et puis, mon compteur plus petit que max, ça reste true. Parce que mon max, lui, évidemment, ne changera jamais puisque c'est une constante. Et si je fais un autre pas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va revenir au while pour évaluer de nouveau la condition. Et là, quand j'évalue la condition, c'est encore vrai. Donc, j'entre dans la boucle. J'affiche le compteur. Je l'augmente. Maintenant, le compteur est rendu à 2. Je reviens au while. Pendant ce temps-là, vous voyez ma console, les choses se passent. Et si je continue comme ça, je peux le faire plusieurs fois. Et à chaque fois, j'affiche des nombres. Puis j'augmente mon compteur. Donc là, je suis rendu, mon compteur vaut 7, vaut 8, vaut 9. Maintenant, mon compteur vaut 10. Il va entrer dans la boucle une dernière fois. Il va faire un cout. Et puis là, une fois que le dernier nombre va avoir été affiché, à 10, je vais augmenter mon compteur. Et là, maintenant, il est rendu à 11. Mon compteur vaut 11. Fait que si je reviens au prochain pas, il revient au while, il va vérifier la condition. Mais non, nous, on voit déjà, elle va être false. À ce moment-là, hop, il va sortir du while, puis là, on arrive à la collade fermante. Prochain pas va tout arrêter. Le programme est terminé. Bon, si vous vous retrouvez dans un paquet de code comme ça c'est le code qui enrobe votre programme parce qu'en réalité, le main n'est pas vraiment la première chose qui est évaluée. Il y a quelque chose en dessous qui appelle le main. Donc ça, vous pouvez juste fermer ça si jamais vous vous retrouvez là-dedans. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, le débugger. On met un point d'arrêt quelque part, on appuie sur F5, le programme démarre, il s'exécute jusqu'au point, et là, il se met à pause. Puis à partir de là, on fait des pas à pas, soit avec F10 ou F11 si on veut entrer dans le corps des fonctions. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on n'entrera pas là-dedans, mais au prochain chapitre, chapitre 4, on fait nos propres fonctions, puis là, ça va devenir utile. Est-ce que le problème est dans le main ou est dans la fonction? On va aller voir qu'est-ce qui se passe exactement de ce côté-là. On y reviendra, puis on fera des exemples en temps et lieu. En attendant, ça va pouvoir nous servir. Un autre petit truc pratique que je veux vous montrer, supposons que mon compteur ici, au lieu de se rendre jusqu'à 10, il se rendait jusqu'à 1000.
Et supposons que mon programme faisait quelque chose de bizarre quand on arrivait autour de 900, mais pas avant. Bon, ça, c'est pas le cas ici, mais mettons. Là. Évidemment, si je mets un point d'arrêt ici, puis que j'exécute ça, là, l'idée, ça va être, OK, je vais me rendre à 900, fait que là, on va faire des pas, des pas, des pas, pour faire augmenter le compteur, puis là, se rendre à 900 pour arriver à la situation problème. Et là, on sait que ça va être pas mal long, puis on risque de passer tout droit à force d'exagérer en pesant sur F10 à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un point d'arrêt conditionnel. Donc, une fois qu'on a mis un point d'arrêt, on peut cliquer sur la petite roue d'engrenage qui est à côté. Puis là, on va cocher la phrase, pas la phrase, mais la case condition. Et puis là, ben, on va mettre une expression conditionnelle quelconque, une condition pareille comme on pourrait mettre dans un if, et on va lui demander arrête-toi lorsque cette condition-là est vraie. Donc, par exemple, si on met lorsque compteur égal à 900. Donc, on utilise les variables de notre code, on utilise les opérateurs relationnels qu'on connaît, puis on dit ça. Si le compteur égale à 900, si cette condition-là est vraie, là, il va s'arrêter. Le reste du temps, il ne s'arrêtera pas. Il va passer devant le point d'arrêt et il va l'ignorer jusqu'à ce que la condition devienne vraie. Et là, si on ferme, on voit qu'il y a un petit plus blanc à l'intérieur. Donc, un point d'arrêt conditionnel, c'est comme un point d'arrêt suisse, un peu. Un cercle rouge avec une petite croix blanche. Donc, ça nous indique qu'il ne fonctionnera pas tout le temps. Et là, si je fais F5 pour démarrer ça, vous voyez ici, ma console s'est exécutée jusqu'ici, jusqu'à 899. Donc, toute l'exécution s'est passée comme si de rien n'était. Et là, il s'est mis à pause exactement à 900. Donc là, si je regarde mon compteur, il vaut 900. Fait qu'il a fait tout ça d'un seul coup. Puis là, il s'est arrêté juste au bon moment. Puis là, je pourrais commencer à entrer. Donc ça va être vraiment pratique dans des boucles. Quand on débug des boucles, des fois, s'il arrive un problème vers la fin, il ne sort pas au bon moment, on va aller tester. C'est très pratique de faire quelque chose comme ça. Donc, on reviendra sur le débogueur une fois de temps en temps pendant la session quand il y aura des trucs utiles qu'on pourra vous montrer. Mais maintenant, donc, si vous avez un problème et vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre code, un bon réflexe à développer, c'est mettre un point d'arrêt quelque part avant l'endroit où c'est bizarre. Puis essayez-le, regardez ce qui se passe, faites des pas, regardez les variables, regardez dans quel if il va, dans quel else il va, quand est-ce qu'il tourne, combien de fois il tourne dans la boucle, la condition est vraie quand, fausse quand, les variables changent comment. Vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça va vous aider fortement, donc je vous conseille d'utiliser ça à partir de maintenant.